bonjour. Dans le chapitre 7, qui est le dernier chapitre de ce cours, nous allons étudier l'influence des défauts ponctuels sur les propriétés électriques des solides cristallins. Ce chapitre sera organisé en deux parties et dans la première partie, nous allons nous intéresser d'abord à la définition d'un défaut ponctuel et également à l'introduction du modèle des bandes d'énergie dans un solide. Contrairement au cristal parfait, un cristal réel comporte des défauts de réseau. Et même à des pourcentages très faibles, ces défauts ont une importance considérable puisqu'ils sont à l'origine de plusieurs propriétés intéressantes telles que les propriétés de conduction du courant électrique dans un solide. On dénombre de manière générale 4 sortes de défauts cristallins. Les défauts ponctuels, que nous allons traiter dans le cadre de ce cours, les défauts linéaires, les défauts plans et puis les défauts à 3 dimensions. Mais comme je l'ai dit, nous allons nous intéresser à la première catégorie de défauts, c'est-à-dire les défauts ponctuels. Sur ce tableau, nous avons listé les 3 défauts ponctuels, à savoir la lacune, l'interstitiel et la substitution, avec les caractéristiques de chaque défaut et le type de composé dans lequel on les trouve. Alors la lacune, c'est tout simplement l'absence d'atomes sur un nœud du réseau cristallin. On les trouve dans les solides métalliques ou covalents. On les trouve également dans les solides ioniques. Et si la lacune est anionique, on parle alors de défaut de Schottky. Mais si la lacune est cationique, on parle de défaut de Frege. Alors pour l'interstitiel, c'est tout simplement l'existence d'atomes en excès entre les sites du réseau cristallin. Si l'atome en excès est de même nature que les atomes du réseau de base, on parle alors de défaut auto-interstitiel. Si l'atome ou l'impureté est un corps étranger ou un élément d'addition comme dans les alliages, on parle alors de défaut hétéro-interstitiel. Enfin, la substitution, c'est tout simplement le remplacement d'un atome du réseau de base par un atome étranger. On les trouve dans les solides isostructuraux, c'est-à-dire des solides de même structure cristalline. Alors, la définition de chaque défaut, par exemple, commençons par la lacune. Une lacune correspond donc à un vide laissé dans la structure sur un site normalement occupé par un atome, tel que c'est montré par cette figure-là. Alors on remarque ici qu'un atome de ce réseau-là est manquant, donc ça constitue tout simplement une lacune. Alors le défaut ponctuel dit interstitiel, c'est quoi? Alors lorsque les atomes interstitiels sont des atomes en surnombre dans une structure ou bien des impuretés placées sur des sites normalement vides, comme le montre cette figure-là, alors nous avons ici un réseau bidimensionnel d'atomes, c'est-à-dire de sphères. Alors, et on remarque qu'entre les sphères, bien sûr, il y a des sites vides, un espace vide, si vous voulez, par exemple, entre 3 atomes adjacents, 3 sphères adjacentes. Alors, si vous avez des atomes sur ces sites-là, eh bien, ces atomes constituent des défauts interstitiels. Enfin, la substitution. Dans le cas où un atome occupe un site normalement occupé par un atome de nature chimique différente, on parle alors d'impureté substitutionnelle. Voilà, sur la figure suivante. Alors, nous avons un réseau de base formé par les sphères, si vous voulez, blanches. Alors, à la place d'une sphère blanche, nous avons mis une sphère bleue ici, donc à la place d'une sphère blanche. Donc, elle remplace une sphère du réseau.
Donc on parle alors dans ce cas-là de défaut de substitution. Quel est l'effet des défauts ponctuels? Alors les défauts ponctuels perturbent l'ordre cristallin localement, donc sur des dimensions limitées typiquement à une maille cristallographique. Au niveau, si vous voulez, où nous avons une perturbation donc locale au niveau du défaut. Mais ces défauts ont des conséquences importantes sur les propriétés physiques du solide cristallin, comme nous allons le voir par la suite. Alors, que ce soit une lacune ou interstitielle ou substitution, ces défauts ont une importance ou des conséquences importantes sur les propriétés physiques du solide cristallin. Alors, parmi les propriétés physiques, nous allons nous limiter à deux propriétés que nous jugeons essentielles. D'abord, la première, c'est celle des centres colorés dans les cristaux ioniques. Et la deuxième, c'est la propriété de conduction électrique dans les solides, c'est-à-dire les semi-conducteurs. Alors, c'est quoi un centre coloré? Alors, pour essayer d'être plus concret, si vous voulez, je vais vous donner l'exemple de la coloration des pierres précieuses. Alors, la coloration des pierres précieuses est un exemple vraiment emblématique qui montre l'influence des défauts ponctuels sur les propriétés physiques. En effet, le cristal de corindon de formule chimique Al2O3, qui est transparent naturellement, il prend une valeur inestimable, très chère, si quelques atomes de chrome viennent se substituer aux atomes d'aluminium. Pour une concentration d'impureté substitutionnelle aussi faible que le pourcent, la pierre prend une coloration rouge et c'est ce qui est appelé un rubis. Et nous savons très bien que le rubis, si vous voulez, a une valeur très très chère. Le saphir aussi, qui est une pierre précieuse de couleur bleue, est également obtenu à partir du corindon, mais en substituant cette fois-ci l'aluminium par du fer et du titane. La figure ci-dessous donne un aperçu de la grande variété de coloration que l'on peut obtenir dans un cristal de fluorine de formule chimique CaF2, suivant le type de défaut ponctuel introduit dans la structure, que ce soit lacune, impureté substitutionnelle ou autre. Comme on le voit donc sur cette image concernant le cristal CaF2, nous avons donc une grande variété de couleurs qui est liée à l'existence de défauts ponctuels, des lacunes ou bien des impuretés substitutionnelles, ou bien une association de défauts ponctuels tels que l'inclusion d'ions moléculaires, etc. Alors les cristaux purs et exempts de défauts de CaF2 sont transparents, ce qui est montré par l'encadré 1. Alors que la fluorine violette, encadré 2, doit cette couleur-là à la présence de lacunes sur les sites habituellement occupés par le fluor, c'est-à-dire le manque de fluor sur le nœud du réseau cristallin du CaF2. Les autres couleurs s'expliquent par la présence d'impuretés chargées sous forme d'ions simples ou moléculaires. Cette photographie est extraite du livre Guide des pierres précieuses de Schumann. Bien, comment expliquer la coloration des pierres précieuses à travers les défauts ponctuels? Alors, les différentes colorations obtenues sont donc liées à la présence de défauts ponctuels qu'on appelle centres colorés. Et ces centres-là sont des zones dans lesquelles les électrons subissent le potentiel électrostatique créé par les défauts ponctuels chargés. Alors, nous savons que un électron dans un potentiel électrostatique, un électron piégé dans un potentiel électrostatique, d'après la mécanique quantique, il donne lieu, la résolution de ce problème donne lieu à des niveaux d'énergie discrets, comme le montre la figure suivante, c'est-à-dire des niveaux E1, E2, E3, etc. Des états liés de l'électron quantifiés dans le
potentiel électrostatique, si vous voulez, créé par le défaut ponctuel. Alors l'existence de niveaux discrets permet l'existence de transitions donc, entre ces deux niveaux-là. Par exemple, si je prends un niveau EM et un niveau EN, donc les photons d'énergie H nu NM égale EN moins EM peuvent être absorbés, comme le voit ici, l'électron passant de EM à EN, donc il y a absorption de lumière ici, donc pour générer des transitions électroniques entre deux niveaux. Alors la couleur perçue, c'est-à-dire la couleur du cristal, correspond à celle des longueurs d'onde non absorbées. La couleur non absorbée et la couleur perçue sont dites complémentaires. Alors c'est quoi deux couleurs complémentaires? Nous avons ici ce qu'on appelle le cercle chromatique, qui représente les couleurs, si vous voulez, du domaine visible. Une couleur et sa complémentaire sur ce cercle-là sont diamétralement opposés sur le cercle. Par exemple, le jaune est la couleur complémentaire du violet, et vice-versa, le violet est la couleur complémentaire du jaune, etc. Alors passons maintenant à la deuxième propriété que nous allons étudier dans ce chapitre, c'est-à-dire l'effet des défauts ponctuels sur la conductivité électrique. Alors les défauts ponctuels affectent de manière tout à fait différente les solides cristallins. En effet, rappelons que les métaux possèdent des porteurs de charge libre qui sont les électrons, quelle que soit la température. Alors, et nous savons que la résistivité, qui est l'inverse de la conductivité, est gouvernée par la mobilité des électrons. Donc nous avons de la conductivité grâce à des électrons qui sont mobiles dans le métal. Nous savons également que dans un métal, les impuretés perturbent le parcours des électrons et par conséquent, ils augmentent la résistivité. Donc ça veut dire qu'ils diminuent la conductivité. Nous savons aussi que dans un métal, quand la température augmente, la résistivité augmente également. Donc la température joue en défaveur de la conductivité électrique dans un métal. Par contre, dans le cas des semi-conducteurs, on observe un effet inverse. Les impuretés diminuent la résistivité, donc elles augmentent la conductivité, et la température, quand elle augmente, elle diminue aussi la résistivité, elle augmente, donc la conductivité, si vous voulez, augmente avec la température, ce qui est tout à fait l'inverse dans un métal. Alors, dans cette diapositive, je vais vous montrer le résultat d'études expérimentales de l'évolution de la conductivité, si vous voulez, avec la température, dans deux solides différents. Alors, dans la figure 1, j'ai la résistivité d'un conducteur métallique qui est le cuivre en fonction de la température. Et je vois que la résistivité augmente avec la température. Donc, ça veut dire que la conductivité diminue avec la température. Dans la figure 2, j'ai le résultat expérimental de la mesure de la résistivité en fonction de la température pour le solide qui est le germanium, qui est un semi-conducteur. Et on voit que, contrairement au métal, la résistivité diminue quand la température augmente dans la même plage de température. Donc pour comprendre comment est assurée la conduction électrique dans les semi-conducteurs, nous avons besoin de comprendre comment est organisée l'énergie des électrons dans un solide. Pour étudier les niveaux d'énergie des électrons, nous allons étudier le modèle des bandes d'énergie d'un solide cristallin. Alors nous savons que comme on vient de le voir précédemment, que dans un atome isolé, l'énergie des électrons ne peut posséder que des valeurs discrètes et bien définies. Dans un solide, par contre, l'énergie d'un électron peut avoir n'importe quelle valeur à l'intérieur de certains intervalles. Et cette propriété conduit à dire que le solide possède ce qu'on appelle des bandes d'énergie permises, séparées par des bandes d'énergie interdites. Cette représentation en bandes d'énergie est une représentation simplifiée et partielle de ce qu'on appelle la densité d'état électronique. Les électrons du solide se répartissent dans les niveaux d'énergie autorisés et cette répartition dépend à la fois de la température et obéit aussi à la statistique de Fermi-Dirac. Alors, comment, si vous voulez, aborder le modèle des bandes d'énergie, c'est-à-dire les niveaux d'énergie des électrons dans un solide? Alors nous savons, comme je viens de le dire, pour un atome
isolée, hein, l'étude de l'énergie de l'électron dans l'atome nous conduit à avoir, si vous voulez, le spectre discret, hein, que j'ai ici à ma gauche. Donc nous avons un spectre d'énergie discret. Si j'ai deux atomes, eh bien, le niveau le niveau énergétique ou les niveaux d'énergie de l'électron, si vous voulez, entre deux, avec uniquement deux atomes, chaque niveau va se dédoubler en deux. Alors, sans faire de démonstration, si vous voulez, détaillée par la mécanique quantique, dans le cas d'un solide composé de n atomes, je vais avoir tout simplement n niveaux, hein, chaque niveau, si vous voulez, est dédoublé en n niveaux, ce qui constitue, si vous voulez, des bandes de niveau d'énergie séparées par des intervalles où nous n'avons pas, hein, de niveau d'énergie. Alors ces n niveaux d'énergie, puisque les atomes sont tellement, si vous voulez, dans un solide tellement grand, les niveaux donc discrets sont infiniment rapprochés, qu'ils forment des bandes d'énergie. Hein? Voilà, la première bande, deuxième, troisième, quatrième. Hein? Ce sont les bandes d'énergie qui sont séparées par du vide, c'est-à-dire les électrons peuvent exister dans ces bandes d'énergie, mais pas entre ces bandes d'énergie. Alors, étudions l'occupation des bandes par les électrons dans ce schéma de bandes d'énergie. Nous allons, si vous voulez, nous intéresser aux bandes d'énergie qui sont pleines, permises, bien sûr, où on peut trouver des électrons, mais qui sont complètement pleines. Ce sont les bandes en dessous de la dernière bande, si vous voulez, permise. Alors ces bandes, on les appelle les bandes de valence. Ce sont des bandes permises profondes qui sont complètement occupées par les électrons. On les appelle les bandes pleines d'électrons. Alors que cette bande-là, elle peut être pleine comme elle peut ne pas être pleine. C'est ce qu'on appelle la bande de conduction. La bande supérieure, hein, qui peut être vide ou partiellement occupée. Entre les bandes de valence et la bande de conduction, il existe, hein, ce qu'on appelle les bandes interdites que j'ai mises en rouge, et ces bandes ne peuvent pas être occupées par les électrons. Il est interdit de trouver des électrons, si vous voulez, dans ces intervalles d'énergie entre bande de valence et bande de conduction, ou bien entre bande de valence et bande de valence. Mais ce qui nous intéresse, à partir de maintenant, c'est lorsque la température du solide tend vers le zéro absolu, seulement deux bandes d'énergie permises jouent un rôle particulier et important. La bande de conduction, c'est-à-dire la bande supérieure, et la bande de valence, juste en dessous. Ces deux bandes-là sont séparées par donc, une bande interdite dont l'énergie, qu'on appelle EJ, l'énergie du gap. Si vous voulez, cet intervalle d'énergie entre la bande de conduction et la bande de valence juste en dessus s'appelle le gap d'énergie du solide. Quel est le rôle des électrons dans les différentes bandes? Alors dans la bande de valence, les électrons contribuent à la cohésion locale du solide entre atomes voisins et sont dans des états localisés. Ces électrons ne participent pas à la conduction électrique. Par contre, dans la bande de conduction, les électrons sont délocalisés. Ce sont ces électrons qui vont participer à la conduction électronique ou électrique du solide. Alors, les propriétés électroniques du solide dépendent essentiellement de la répartition des électrons dans ces deux bandes, c'est-à-dire la bande de conduction et la bande de valence juste en dessous, ainsi que de la valeur de l'énergie du gap, c'est-à-dire de la bande interdite, c'est-à-dire l'énergie EG. Pour les isolants, les deux bandes sont séparées par un gap important. Pour les conducteurs, la bande de conduction est partiellement occupée, ce qui permet aux électrons de cette bande de passer au niveau d'énergie supérieure sans violer le principe d'exclusion de Pauli et participer ainsi à la conduction. Pour les semi-conducteurs, ils possèdent un gap suffisamment faible, c'est-à-dire l'intervalle entre la largeur de la bande interdite est suffisamment faible pour que
les électrons aient une probabilité non négligeable de le franchir par simple excitation thermique lorsque la température augmente. Alors quels sont donc les types de solides? Lorsque la température tend vers 0 Kelvin, on distingue donc 3 cas selon le remplissage des bandes et la valeur de l'énergie du gap EG. Le solide est soit isolant, soit semi-conducteur, soit conducteur. Et ce qui nous intéresse, c'est le semi-conducteur. Alors, l'isolant. Alors, le schéma de bande de l'isolant se présente comme ceci, donc avec une échelle, un axe d'énergie, avec les deux bandes qui nous intéressent, c'est la bande de conduction et la bande de valence. Et pour l'isolant, la bande de conduction est complètement vide, alors que la dernière bande de valence est entièrement pleine. Notons que pour l'isolant, la bande de conduction et la bande de valence sont séparées par une énergie très importante. La bande interdite a une largeur très importante, de l'ordre de 6 électronvolts. Les électrons donc de la bande de valence n'ont pas assez d'énergie pour vaincre le gap et passer de la bande de valence à la bande de conduction et contribuer à la conduction électrique. Donc, on retient pour l'isolant que la bande de conduction est complètement vide et que l'énergie du gap est importante. Alors, pour les semi-conducteurs, alors la bande, ou le schéma de bande se présente comme ceci. À 0 Kelvin, la bande de conduction est entièrement vide. Donc, ça doit, si vous voulez, le semi-conducteur se comporte comme un isolant. Mais, rappelons que l'énergie du gap est seulement, ou l'ordre de grandeur de l'énergie du gap est entre 1 et 2 électronvolts. Mais lorsque la température est différente de 0, donc lorsqu'on augmente la température, le matériau devient conducteur. C'est-à-dire les électrons peuvent passer de la bande de valence à la bande de conduction. C'est pourquoi j'ai mis une bande assurée ici qui montre la présence d'électrons dans le cas où la température est non nulle. En effet, grâce donc à l'énergie d'agitation thermique K fois T, K c'est la constante de Boltzmann, un certain nombre d'électrons peuvent passer de la bande de valence à la bande de conduction donc, et peuvent contribuer à la conduction électrique. Alors, pour les conducteurs, pour les métaux, qui sont des conducteurs bien sûr, alors le schéma de bande se présente comme ceci, avec donc une bande de valence complètement pleine, mais une bande de conduction partiellement occupée avec des niveaux, si vous voulez, de cette bande qui sont bien sûr vides et, si vous voulez, prêts à recevoir des électrons de la bande, si vous voulez, de la bande de conduction. Donc la bande de conduction est partiellement remplie et partiellement vide. Même à T égale 0 Kelvin, un faible champ électrique peut faire passer un électron au niveau d'énergie supérieure sans dépenser beaucoup d'énergie. Les électrons de la bande de conduction peuvent accéder facilement au niveau légèrement supérieur de la même bande. Alors, dans cette diapositive, nous donnons les ordres de grandeur de la conductivité dans les solides. Alors, dans les métaux, par exemple, elle va entre 10 puissance 5 à 10 puissance 10. Dans les semi-conducteurs, c'est entre 10 puissance moins 1 à 10 puissance 4, en moins 1 mètre moins 1 bien sûr. Et dans les isolants, la conductivité, elle est entre 10 moins 16 jusqu'à 10 moins 4. Donc elle est vraiment très, très faible. Alors l'occupation des différents niveaux d'énergie à la température 0 Kelvin, la température absolue 0 Kelvin. Et définition du niveau d'énergie de Fermi, EF. L'occupation des différents états d'énergie par les électrons, comme nous l'avons vu tout à l'heure, suit la distribution de Fermi-Dirac. Les électrons sont des fermions. Lorsque le matériau est à T égale à 0 Kelvin, il existe un niveau d'énergie caractéristique, c'est ce qu'on appelle le niveau de Fermi.
Alors ce niveau de Fermi, il est caractérisé par la chose suivante. C'est le niveau qui correspond au plus haut niveau d'énergie occupé par les électrons. La position du niveau de Fermi dans le diagramme de bande d'énergie est reliée à la façon dont les bandes sont occupées, c'est-à-dire au type du solide. Quelle est la position du niveau de Fermi, par exemple, dans un conducteur? Dans les conducteurs, le niveau de Fermi est situé dans la bande de conduction. Donc c'est le niveau, ça ici c'est une bande de conduction partiellement occupée et le niveau de Fermi, il est en rouge, c'est le niveau le plus haut occupé par les électrons. Donc les électrons peuvent alors se déplacer dans le système électronique et donc circuler d'atome en atome. Donc ils contribuent à la conduction électrique. Par contre, dans un isolant, dans la bande de conduction complètement vide, le niveau de Fermi est situé au milieu, à peu près au milieu de la bande interdite. Entre, bien sûr, la bande de conduction et la bande de valence juste en dessous. Alors, c'est quoi un semi-conducteur? Les semi-conducteurs se présentent sous forme d'éléments simples comme le silicium, le germanium, qui sont des éléments du groupe 4, ou comme des composés comme l'arsénure de gallium, GaS, ou le sulfure du plomb, PbS. Historiquement, les premières études sur les semi-conducteurs ont été faites sur le germanium et le silicium. Ces deux éléments étaient à la base de la toute nouvelle technologie, diodes, mémoire d'ordinateur, piles solaires, etc. Alors, le silicium, que je présente sur cette photo, c'est l'élément le plus abondant dans la croûte terrestre après l'oxygène. Il n'existe pas dans la nature à l'état de corps pur, mais sous forme de composés tels que par exemple le dioxyde de silicium, SiO2. Alors son numéro atomique c'est 14, le symbole Si, le nom silicium, la série chimique c'est des métalloïdes et le groupe dans le tableau de Mendeleïev c'est le groupe 4. La température de fusion du silicium est assez élevée, il est de l'ordre de 1400 degrés C. Sous forme amorphe, la silice SiO2 est un composant essentiel du verre, comme vous le savez. Au milieu du XXe siècle, le silicium était le composant électronique à la base de la formation ou de la fabrication des transistors. Il permettait aussi la production de matériaux tels que les silicones. Il permettait également la fabrication des panneaux solaires photovoltaïques. La silice amorphe est actuellement étudiée pour ses utilités en nanotechnologie. La structure du silicium est celle du diamant, du carbone diamant, cubique diamant, qu'on appelle le cubique diamant. C'est-à-dire un cubique à face centrée avec 4, si vous voulez, atomes à l'intérieur de la maille élémentaire, mais disposés en quinquance. 2, si vous voulez, dans la moitié inférieure du cube et 2 dans la moitié supérieure du cube en quinquance. Chaque atome est alors entouré par 4 proches voisins. Donc, si vous voulez, cet atome-là est entouré par les 4 atomes ici. Donc, si vous voulez, il est dans un site tétraédrique. Le numéro atomique, donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure, du silicium Z égale 14, donc sa configuration électronique est celle du néon complété par 3s2, 3p2. Donc chaque atome, Si, a 4 voisins avec lesquels il partage un électron de valence. Donc ici, il a 4 électrons de valence. Alors, comme on le voit sur la figure, un silicium, il met en commun avec les 4 siliciums voisins un électron dans chaque liaison covalente ici. Tous les électrons de valence sont fortement liés aux atomes. Ils ne peuvent se déplacer et donc ne peuvent pas assurer la conduction électrique à T égale 0 Kelvin. Donc c'est à 0 Kelvin, le silicium est un isolant. Alors nous allons distinguer dans la suite entre la conductivité intrinsèque du semi-conducteur, c'est dans le cas où
le semi-conducteur est pur et devient conducteur sous l'effet de la température. Donc on parle alors de conductivité intrinsèque. Par contre, si le semi-conducteur est dopé, c'est-à-dire que nous avons des défauts, nous avons introduit des défauts dans le semi-conducteur et il devient conducteur, on parle alors de conductivité extrinsèque. Alors la conductivité des semi-conducteurs à température ambiante, elle est de l'ordre, elle est située entre 10-7 et 10 puissance 4 en -1 mètre -1. C'est une conductivité intermédiaire entre la conductivité des isolants et des métaux ou des alliages. Et notons que la conductivité intrinsèque des semi-conducteurs augmente avec la température. Alors, c'est quoi la conductivité intrinsèque? Alors, nous allons illustrer sur cette démonstration, si vous voulez, visuelle, comment se produit la conductivité intrinsèque, sans défaut, sans induction de défauts ponctuels. Alors, à température ambiante, à 300 Kelvin par exemple, si nous appliquons un champ électrique, on peut faire déplacer des électrons dans un semi-conducteur. En effet, voilà un électron qui s'est déplacé et un électron vient se mettre à sa place. Donc nous avons un déplacement d'électrons. Je peux déplacer un autre électron, par exemple, il quitte sa place et un électron vient le remplacer. Ainsi de suite. Donc sous l'effet de la température, le matériau devient conducteur par ce processus-là. Il s'agit là de la conductivité qu'on appelle intrinsèque. Alors pour comprendre, ou pour expliquer si vous voulez, la conductivité des semi-conducteurs, nous avons besoin de la théorie des bandes précédemment illustrée au début de ce cours. Alors sur ce schéma de bande, nous avons donc la bande de valence et la bande de conduction et la bande de valence juste en dessous, avec l'énergie du gap. Nous repérons le bas de la bande de conduction par l'énergie EC, et nous repérons le haut de la bande de valence par le niveau EV, tel que EG, c'est tout simplement EC moins EV. L'électron qui se trouve initialement dans la bande de valence, sous l'effet de la température, peut passer, peut vaincre, si vous voulez, ce gap d'énergie, cette barrière de potentiel, si vous voulez, pour arriver à la bande de conduction. Alors rappelons que le gap des semi-conducteurs usuels tels que le silicium, germanium, GAS, et pour le silicium c'est 1,11, pour le germanium c'est 0,67 électronvolts et pour le GAS c'est 1,43 électronvolts. Alors comme on le voit sur cette illustration, donc AT égale 300 Kelvin, les électrons peuvent quitter la bande de valence pour aller occuper la bande de conduction, grâce à l'excitation thermique, c'est-à-dire grâce à cette température-là. Donc un certain nombre d'électrons vont se déplacer de la bande de valence vers la bande de conduction, qui était vide à 0 Kelvin, et ils vont laisser ce qu'on appelle des trous. Donc le manque d'électrons dans la bande de valence laissé par le départ de ces électrons-là est appelé tout simplement des trous. Le manque d'électrons est un trou, mais nous allons voir par la suite la signification du trou. Alors comment sont peuplées les bandes d'énergie permises? Alors pour comprendre comment sont peuplées, donc comment les électrons sont répartis à l'intérieur de ces bandes d'énergie, nous allons définir ce qu'on appelle la densité d'état dans une bande permise. Alors la densité d'état, qu'on va noter par DE, sera définie par le fait que si je multiplie cette densité d'état par un intervalle par la différence DE, l'intervalle entre une énergie E et E plus 2E, je vais trouver le nombre d'états électroniques disponibles avec une énergie comprise entre E plus DE, par unité de volume du solide ou par maille élémentaire du cristal étudié. On montre que dans un cristal, la densité d'état à l'énergie E dans la bande de conduction est donnée par cette expression, donc dN de E. N c'est pour se rappeler qu'il s'agit d'électrons, et c'est une constante multipliée par E moins EC à la puissance n, c'est-à-dire racine de E moins EC. E est supérieur à EC, bien sûr, nous sommes dans la bande de conduction, donc les énergies des électrons sont supérieures au bas de la bande de conduction, au niveau EC qui délimite le bas de la bande de conduction.
La densité d'état quantique à l'énergie E dans la bande de valence est donnée par l'expression dp de E. Dans la bande de valence, quand les électrons quittent la bande de valence, ils laissent des trous. On va on repère les trous par la lettre petit p. Donc c'est une constante multipliée par EV moins E à la puissance 1 demi. C'est racine de EV moins E. Les énergies des trous sont en dessous de l'énergie EV qui est le haut de la bande de valence. Mn ici, j'ai Mn ici, Mp sont les masses effectives des électrons et des trous. Alors, nous allons définir ce que c'est la masse effective tout de suite. Notez bien que un état quantique disponible, c'est-à-dire c'est 2 places pour un électron de spin 1,5 et un électron de spin 1,5. Donc un état quantique, si vous voulez, peut comprendre 2 électrons de spin opposés. Alors, interprétation physique de la masse effective. Si nous considérons une particule, électron ou trou, une particule évoluant dans un cristal de dimension finie. Alors, on peut supposer qu'elle est soumise à une force F, qui est la force extérieure appliquée, pour faire déplacer cette particule, et à une force Fi, qui est la résultante de toutes les forces d'interaction entre la particule et la source, et la structure, pardon. Si M0 est la masse de la particule réelle, alors la mécanique classique nous permet d'écrire la somme des forces égale M0 gamma, d'accord? Donc, je vais, si vous voulez, écrire cette expression sous la forme F égale M0 moins Fi sur gamma divisé par gamma. F égale M0 moins Fi sur gamma fois gamma. Je vais mettre gamma en facteur. Donc, si j'écris cette relation sous cette forme-là, je peux l'écrire aussi sous la forme F égale M étoile gamma. Donc, si vous voulez, j'ai la même accélération ici, mais ici, la masse est différente. J'ai mis une masse avec étoile, c'est différent de la masse réelle de la particule. C'est ce qu'on appellera la masse effective. Donc, la masse effective est donnée par la masse réelle moins Fi sur gamma. On introduit donc une particule fictive de masse M étoile. Seule intervient donc la force extérieure. Dans l'état, pour cette masse effective, l'état est identique à celui de la particule réelle en ce qui concerne l'accélération et l'énergie, puisqu'elle a la même accélération et donc la même énergie. Dans la suite, pour les particules négatives, c'est-à-dire pour les électrons, la masse sera, si vous voulez, écrite sous la forme M indice N. Pour les trous, on écrira la masse effective comme M indice P. Alors, la probabilité d'occupation à la température T d'un niveau d'énergie E. Quelle est donc cette probabilité, sachant que nous avons affaire à des électrons qui sont des fermions? La probabilité d'occupation à la température T d'un niveau d'énergie E par un électron est donnée par la fonction de Fermi-Dirac, qui est cette expression F de E égale 1 sur 1 plus l'exponentielle de E moins E F sur 4T. F de E est une probabilité, donc il est entre 0 et 1. Ici, la représentation de la fonction de Fermi en fonction de l'énergie E. Ici, j'ai représenté l'énergie de Fermi. D'accord? Alors, en dessous de l'énergie de Fermi et à T égale à 0 Kelvin, la fonction égale à 1. Et au-dessus de F égale à 0. Mais pour des températures non nulles, la fonction, bien sûr, n'est plus une fonction en escalier, n'est plus discontinue, elle est continue. Tous les états d'énergie en dessous du niveau de Fermi sont occupés, quelle que soit la température. Et tous les états situés au-dessus du niveau de Fermi sont vides. Un niveau d'énergie situé à plus de 3 kT au-dessus de EF possède une probabilité d'occupation de 5%, donc très faible. Donc ici, quand je me trouve là, quelques kT au-dessus de EF, l'énergie, si la probabilité est presque nulle, elle est de 5%. Par contre, un niveau d'énergie situé à plus de 3 kT en dessous de EF, si vous voulez ici, il a une énergie pratiquement de 90%, donc voisine de l'unité. Alors si E moins EF est de l'ordre de plusieurs kT, si je me place à une énergie très supérieure à EF, telle que EF moins ET est de l'ordre de plusieurs kT. Alors, ce E moins EF étant supérieur à kT, donc ce terme-là est plus important que le 1, donc je peux négliger le 1
devant ce terme-là et écrire tout simplement Fn de E comme l'exponentielle moins E moins EF sur kT. Et donc, on se ramène à la distribution de Boltzmann. La probabilité pour qu'un état quantique soit situé à l'énergie E ne soit pas occupé, soit inoccupé, est donnée par le complément à 1 de la fonction de Fermi-Dirac, c'est-à-dire Fp de E égale moins Fn de E. C'est la probabilité d'avoir un trou à l'énergie E. Donc si vous faites cette différence entre moins F de E, vous allez 1 moins F de E, vous allez trouver cette expression 1 sur 1 plus l'exponentielle moins E moins EF sur kT. C'est la probabilité, si vous voulez, pour qu'un état soit inoccupé par un électron ou occupé par un trou. Alors, occupation des états dans une bande permise. Autrement dit, calculons le nombre de places occupées dans la bande de conduction. Alors, je vais considérer un intervalle très petit dans la bande de conduction, compris entre les énergies E et E plus dE. Cet intervalle, je suppose qu'il contient dn niveaux. Alors, ce dn, je peux le calculer tout simplement à l'aide de la densité d'état que j'ai définie tout à l'heure fois dE. Chaque niveau possède 2 places possibles avec une probabilité d'occupation de Fn de E, la fonction de Fermi-Dirac. Donc le nombre dn d'électrons dans l'intervalle dE s'écrit dn égale 2 fois Fn de E fois dn, pour le nombre de niveaux. Donc c'est 2 fois Fn de E dn de E fois dE. Le nombre de places occupées par un trou dans le bande de valence, on mène le même raisonnement. Je considère un intervalle compris entre E et E plus dE qui contient dn niveaux, donc dn c'est dp, la densité d'état des trous fois dE, et de la même manière, le nombre de trous, si vous voulez, dans cet intervalle entre E et E plus dE, c'est 2 fois Fp de E, dp de E fois dE. Merci de votre attention et rendez-vous pour la deuxième partie de ce chapitre.